Vincent Monadé, bonjour et Bonjour. bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Comment faire lire les hommes de votre vie, un essai paru aux éditions Payot. Et dans ce manifeste engagé et décalé, partant du constat que le lecteur est une lectrice, vous vous adressez aux femmes et vous leur proposez une foule de conseils pour amener subrepticement vers la lecture celui que vous nommez chéri. C'est donc un texte drôle que vous nous proposez, riche en caricatures à prendre au second degré, mais c'est aussi un essai très personnel où surgit à chaque page votre amour des livres et de la lecture et notre besoin de littérature. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce texte et ce qui pour vous a été à son origine ? Et il naît en fait des études qu'on produit au Centre national du livre, que je préside pour l'instant, et qui montrent que le décrochage se fait vers 13-14 ans et que ce sont essentiellement les hommes qui décrochent de la lecture, les jeunes hommes, et qu'on peine beaucoup à les récupérer après, notamment sur la fiction. Les hommes lisent beaucoup de presse, de l'histoire aussi, mais en fiction, le lectorat est devenu clairement féminin. Et sur les grands lecteurs, 8 grands lecteurs sur 10 sont des femmes. Donc l'idée était de se dire, on ne peut pas laisser faire ça sans essayer d'enrayer et sans provoquer un retour à la lecture des hommes. Et donc, vous, au fil des pages, vous livrez de nombreux conseils aux lectrices pour mener les hommes de leur vie vers la lecture, le tout de manière volontairement caricaturale. Alors, comment ce ton humoristique s'est-il imposé au cours de l'écriture du livre et est-ce qu'il s'agissait de désacraliser la lecture et la littérature ? Il y a deux choses. Déjà, c'est très chiant, un essai qui n'a pas un minimum d'humour, on s'ennuie, hein. Surtout un essai sur la lecture sans humour. Prenez le Pénac, par exemple, comme un roman, c'est bourré d'humour aussi. Donc voilà, celui de Pef qui s'appelle Éloge de la lecture, qui est chez Folio, que je recommande beaucoup d'ailleurs, est aussi bourré d'humour. Donc non, ça aurait été très ennuyeux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on est dans un pays qui sacralise la littérature tellement que ça devient presque un frein pour que les gens lisent. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que c'est pas pour eux, c'est quelque chose de sacré, qu'il faut absolument y entrer avec des patins, comme dans le salon d'une vieille dame, qui sent l'encaustique. Voilà. Et c'est pas du tout ça, la littérature. La littérature, c'est avant tout de la joie. Donc en parler avec un ton un peu joyeux et caricatural me paraissait la manière la plus intéressante pour en parler. Alors, votre livre, il nous amène à nous interroger sur la naissance du plaisir de lire. Et vous écrivez, il suffit d'une rencontre entre un homme et un livre pour que celui-là se mette à lire et ne s'arrête que mort, regrettant d'avance tous ces romans pour lesquels il aura manqué de temps. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de votre première rencontre avec un livre ? Ah, mais moi, j'ai toujours dit, le livre qui a changé ma vie, c'est Oui, oui, la petite voiture jaune. Souvent, quand on interroge les gens sur le livre qui a changé leur vie, alors on a le droit à oui, c'est Madame Bovary. J'ai découvert à 15 ans, ça a été bouleversant. Ou alors oui, c'est Guerre et paix. Non, en fait, moi, c'est le livre qui m'a rendu lecteur. Et le livre qui m'a rendu lecteur, la première fois où j'ai ouvert Oui, oui, la petite voiture jaune, c'est le premier livre que j'ai réussi à lire dans son entier tout seul, sans faire appel à mes parents. Et là, j'ai compris que je pouvais, moi-même, lire des livres. Et à partir de là, j'ai commencé à enquiller tous les livres. D'abord tous les oui-oui, et puis après ça a évolué. Et donc, c'est ce livre-là qui a tout changé, puisque c'est celui-là qui a fait de moi un lecteur, en fait, à part entière. Mais je pense que n'importe quelle personne, soit un enfant, une femme, un homme, qui rencontre un livre, qui va être un coup de cœur énorme, devient lecteur à partir de là, parce que ce plaisir-là qu'il a trouvé avec ce livre-là, il va rechercher à le retrouver. Il va chercher à le retrouver. Et donc, il va fouiner, il va découvrir, il va petit à petit élargir sa palette de lecture sur plein de genres, plein d'auteurs. Et il peut commencer avec un roman qui n'est pas reconnu, qui n'est pas un roman de série, par exemple. En jeunesse, il y a beaucoup de séries. Et terminer sur ces grands auteurs que sont Dostoïevski, Tolstoï, Flaubert, voilà. Dans votre livre, à un moment, vous écrivez que lire, c'est courir, comme s'il fallait s'entraîner. Enfin, cela suggère qu'il faut un entraînement pour lire. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et quelles sont les différentes étapes pour l'idée, c'est que quand vous devenez coureur, ce que j'ai été, bon là vous voyez bien que c'est plus le cas, mais ce que j'ai été, quand vous devenez coureur, vous démarrez pas par un marathon, parce que sinon c'est fini. Vous êtes d'abord, si vous faites pas un collapsus, si vous mourrez pas sur le bord de la route, de toute façon vous êtes dégoûté de la course à vie. Donc vous commencez par courir 10 minutes en fractionné, puis un quart d'heure, puis voilà. Et pour la lecture c'est pareil. Si vous vous lancez tout de suite dans l'Ulysse de James Joyce, il y a très peu de chances que vous arriviez au bout de l'exercice. Et il y a très très peu de chances que ça vous ait plu et que vous deveniez lecteur. Donc il faut commencer par des choses plus simples, plus faciles, plus courtes, plus abordables.
et progressivement trouver son souffle, trouver son rythme et après devenir un lecteur de fond, comme il y a des coureurs de fond. Et puis, une fois que l'on a découvert le plaisir de lire, on découvre aussi l'un des grands pouvoirs de la littérature, à savoir son pouvoir de consolation, le fait que lire, c'est ne plus jamais être isolé. Alors, est-ce que finalement, pour vous, l'un des moteurs de ce livre, c'était une volonté et un besoin de partager ce pouvoir ? Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais l'idée, c'est que on peut. Moi, je pense tout à fait qu'on peut vivre sans lire. C'est pas une question. Je pense même qu'on peut vivre heureux sans lire. Je pense simplement qu'il y a des moments de la vie qui sont durs, difficiles, et qu'on est très accompagné par les livres quand on les a. C'est-à-dire que lire, c'est ne jamais être seul, en fait. C'est toujours avoir un endroit, un lieu refuge. Je pense que ça fait la même chose à tous les gens qui ont une passion, une vraie passion. C'est-à-dire que quand la passion vous prend, elle vous soutient aussi. Vous lui sacrifiez beaucoup, c'est vrai, mais elle vous apporte aussi énormément. Et la lecture est une passion. Et donc elle vous soutient, elle vous guide. Dans les moments difficiles, elle est là. Mes meilleurs amis, sans doute, parce que déjà, ils ont très souvent la bonne idée de ne pas être vivants, sont des auteurs de livres qui ont toujours été là pour moi quand j'avais besoin d'eux. Toujours. Ceux qui me guident, qui sont mon panthéon, Dumas, Stephen King, Flaubert, Marguerite Duras, ceux auxquels je reviens de façon très régulière, sont des gens qui ne m'ont jamais lâché, jamais fait faux bon. Et c'est ça que je pense qu'on peut amener aux gens quand on les fait lire. Avoir toujours des piliers sur lesquels on peut se raccrocher même quand ça ne va pas.